Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour, oui. Bonjour, oui, Euh, très bien. Nous vous remercions de votre présence aujourd'hui. Nous sommes très heureuses de vous accueillir sur cette première réunion de travail autour du sujet prolifération des listes de métiers. Donc, je suis Marianne Diagne, je suis chef de projet au sein du département de travail emploi compétences de Full Stratégie et je suis responsable du réseau emploi compétences. Et je suis avec mes deux collègues qui animent le réseau emploi compétences avec moi, Colline Bouvard, qui est chef de projet au sein du département de travail emploi compétences, donc sur les sujets emploi compétences territoire. Et puis Eva Tranier, qui est à côté de moi, qui est chargée d'études emploi compétences au sein de ce même département. Aujourd'hui, nous sommes saisis de ce sujet face à la multiplication des listes de métiers qui s'appuient sur des thèmes sémantiques proches, mais non totalement réductibles. Donc, on entend métiers d'avenir, métiers émergents, métiers porteurs, métiers en tension, métiers en forte évolution. Les finalités et les usages de ces listes ne semblent pas forcément converger. Et puis, ces constats nous ont conduit aujourd'hui à interroger les logiques qui président à la construction de ces listes et les problèmes que pose la multiplicité des sémantiques. Donc, pour nous, la première étape consistait à circonscrire le périmètre. Donc, qu'est-ce qu'on entend par liste de métiers? Donc, il existe plusieurs listes institutionnelles, nationales et régionales, intersectorielles, qui sont complétées par des listes réalisées par les OPMQ, les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, avec une couverture variable des mailles et des périmètres sectoriels. Nous, on a décidé de mettre la focale, on va dire, sur les listes de métiers sur lesquelles s'appuient les dispositifs institutionnels, c'est-à-dire des dispositifs ouvrant droit à soit du financement, à un acte technique ou à la reconnaissance d'évolution des métiers ou à la spécificité des métiers de certains secteurs d'activité. Donc pour nous, l'enjeu était assez important sur ces listes-là, car il engage quand même une multiplicité d'acteurs qui ne portent pas forcément les mêmes définitions derrière les mêmes sémantiques. Donc on a décidé de lancer 2 réunions de travail, à la demande aussi des membres du réseau emploi compétences. Donc une première réunion de travail à visée informative, qui est celle qu'on organise aujourd'hui, qui permet de clarifier l'écosystème. Qu'est-ce qu'on entend par liste des métiers institutionnels? Combien y en a-t-il? De discuter très rapidement des sémantiques, mais pas forcément de se mettre d'accord, on va dire, aujourd'hui sur qu'est-ce qu'un métier en tension, qu'est-ce qu'un métier en émergence. C'est vraiment de poser le cadre, de clarifier l'écosystème et de voir concrètement comment est-ce qu'on peut représenter à plat toutes ces listes-là, ainsi que les acteurs qui sont en interrelation. Et puis une deuxième réunion qui sera plutôt critique, donc à visée critique, où là, on interrogerait la coexistence de l'ensemble de ces listes. On posera la question de l'échelle à retenir pour définir le contenu de ces listes-là, les différents acteurs à mobiliser, le travail d'articulation entre ces différents acteurs-là et les responsabilités des uns et des autres. Donc cette seconde réunion-là sera organisée normalement à l'automne 2022. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est à partir de ces 2 réunions-là de proposer une note de synthèse qui permettra de clarifier l'écosystème et qui posera aussi la question de la coexistence des listes des rapprochements à faire au niveau des sémantiques. En termes juste d'organisation, donc pour aujourd'hui, on a identifié, on va dire, plusieurs listes institutionnelles. Donc, il s'agit de PROA, métier ouvert à l'immigration choisie, Transco, la procédure d'enregistrement simplifié RNCP au niveau de France Compétences, les listes affiliées au projet de transition professionnelle et puis R2F. On a des intervenants qui présenteront, on va dire, la construction de ces listes-là et qui sont là pour répondre à vos questions. Donc, merci beaucoup à eux et à elles d'avoir accepté cette intervention. Donc, la réunion est structurée en 2 temps. On a tout d'abord une présentation réalisée par Eva Tranier d'une cartographie synthétique des listes institutionnelles existantes. Et puis, une table ronde avec les organisations chargées de la construction et ou de la validation de ces listes-là. En termes de fonctionnement, on va vous demander 2, 3 éléments. Donc, si vous pouvez vous renommer sur le chat, enfin, votre nom d'organisation pour qu'on puisse repérer où vous vous situez dans l'écosystème, ce serait vraiment chouette. On vous mettra dans le chat un petit lien, donc un Padlet, qui vous permettra en amont ou pendant chaque réunion, enfin chaque présentation, que ce soit la cartographie ou les tables rondes, d'interagir directement avec nous. C'est-à-dire que c'est un outil qui affichera toutes vos questions de manière anonyme, hein, questions, suggestions, remarques quant à la présentation. Et puis,
on aura toujours des temps de discussion à la fin de chaque séquence. Donc, on vous invitera, pour la cartographie, vous aurez un lien, et puis pour les tables rondes, vous aurez un lien aussi. Donc, n'hésitez pas à y mettre au fil de l'eau vos remarques, vos questions, et on prendra un temps à la fin de chaque séquence pour en discuter. Et vous l'avez vu en arrivant, on enregistre aussi la séquence pour pouvoir le mettre à disposition des membres du réseau emploi compétences qui n'ont pas pu y assister. Donc, voilà, vous pourrez toujours le partager par la suite si vous le souhaitez. Donc, merci beaucoup à tous. Si c'est bon, il ne me reste qu'à laisser la place à Eva donc pour vous présenter la cartographie. Et on va vous mettre directement dans le chat le mail, enfin le lien pour que vous puissiez réagir, poser des questions si vous le souhaitez. Merci beaucoup à tous et puis bonne séance. Donc maintenant, on va pouvoir passer au premier temps de la réunion qui consiste donc à la présentation des cartographies. Donc, on a tenté une représentation à plat de ces listes de métiers et des différents dispositifs qui sont adossés. Et l'idée, c'est de mettre en valeur plusieurs aspects de cette prolifération des listes de métiers. Donc, je vais prendre quelques minutes pour vous les présenter et ensuite, nous aurons un temps dédié aux échanges. L'idée de cette présentation, c'est de recueillir un peu vos suggestions, vos remarques, que ce soit sur le fond, mais aussi sur la forme, afin que ces cartographies soient fidèles à la réalité et qu'elles permettent de mieux se repérer dans l'écosystème des listes de métiers. Pour vous expliquer un peu la genèse de ces cartographies, elles ont été réalisées à partir d'un questionnaire en ligne qui avait été diffusé à l'ensemble des membres du réseau Emploi Compétences. Et la soixantaine de réponses qui a été reçue montrait qu'il existe de nombreuses confusions sur ce sujet, que ce soit sur la sémantique, la mobilisation de ces listes, mais aussi les indicateurs qui sont utilisés dans la construction de ces listes. Et donc, les résultats intermédiaires ont ensuite été discutés dans le cadre du réseau des OPMQ, animé par France Compétences et, en décembre 2021. Donc, je vais vous montrer la première cartographie que nous avons réalisée. Nous avons dans cette prolifération des listes de métiers réussi un peu à rationner l'écosystème de ces listes. Et ces cartographies ont été discutées avec les intervenants qui participeront à la table ronde dans le second temps de cette réunion. Et ces cartographies montrent donc que les dispositifs adossés aux listes de métiers permettent de concourir à deux grandes finalités. Il y a une première finalité qui est celle de résorber les tensions sur le marché du travail que vous verrez se situer à gauche sur la cartographie. Et la deuxième finalité est plutôt celle d'anticiper les tensions sur le marché du travail qui est à droite sur la cartographie. Et on se rend compte donc que ces deux finalités ont des temporalités différentes. Une temporalité plutôt de court terme qui correspond à la première finalité de celle de résorber les tensions sur le marché du travail, et une finalité de plus long terme avec une vision plus prospective dans le but d'anticiper les tensions sur le marché du travail. Et on s'est rendu compte que ces deux grandes finalités s'appuient sur deux sémantiques principalement, celle des métiers en tension et celle des métiers porteurs ou en forte évolution. Et on s'est rendu compte également que ces dispositifs se différenciaient par leurs axes d'intervention, que ce soit un objectif de certification, de transition professionnelle, d'insertion sur le marché du travail ou de rémunération. Et donc, on a pu identifier 7 dispositifs, celui de R2F, rémunération de fin de formation, les métiers ouverts à l'immigration choisie, Transco, donc pour transition collective, projet de transition professionnelle, promotion par l'alternance, dit aussi PROA, et la procédure d'enregistrement simplifié au RNCP de France Compétences. On est bien consciente que ces représentations à plat sont assez simplifiées dans le sens où nous avons identifié deux grandes finalités, et on se doute qu'il peut en exister d'autres. De même pour les sémantiques, on en a identifié deux, que ce soit les métiers en tension ou métiers porteurs et en forte évolution, mais on avait aussi pu identifier d'autres sémantiques, mais ce sont celles qu'on a retrouvées le plus et qui sont le plus utilisées. Et on peut aussi ajouter à cela que les différences régionales n'apparaissent pas forcément dans ces cartographies.
car il peut exister des différences régionales dans la construction de ces listes. Donc, il est possible que des participants aujourd'hui ne se reconnaissent pas un peu dans ces cartographies, mais ce sera l'idée de temps d'échange qui sera dédié à la fin de ma présentation. Et maintenant, je vais plutôt passer à la deuxième cartographie. Cette cartographie permet de voir plus directement les liens qui peuvent exister entre les différents acteurs. Et on peut se rendre compte donc que différents acteurs sont mobilisés. Il y a ceux qui proposent des métiers, ceux qui constituent, ceux qui valident les listes. On mentionne également dans nos cartographies les différentes sources de données qui sont mobilisées, qui permettent de construire ces listes de métiers. Et pour finir, on peut dire que les branches au niveau sectoriel et les CREFOP au niveau territorial contribuent le plus à l'élaboration de ces listes. Je vous propose maintenant de passer au temps d'échange. Si vous avez des commentaires, des besoins de précision, n'hésitez pas à nous solliciter. C'est une petite question. Sandra Leroy de Nico Asto. Vous m'entendez? Oui. Oui. Vous parlez du marché du travail métier ouvert à l'immigration choisie. Ça renvoie à quoi exactement? On vous entend très mal. Oui, Désolée, ça coupe. Voilà, déjà, je ne peux pas faire autrement. C'est que crier dans mon bureau. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Je disais dans votre deuxième slide, vous parlez de métiers ouverts à l'immigration choisie. Il faut savoir à quoi ça renvoie exactement cette liste de métiers. Pour ces listes de métiers, peut-être demander à Stéphane Léraud, qui est le chef du département Pôle emploi de la DGEFP, qui présentera lors de la table ronde cette liste de métiers, mais peut-être pour nous dire dès maintenant en 2 mots à quoi correspond cette liste. Oui, bonjour à tous et à toutes. En toute transparence, j'aurais peut-être pas formulé les choses de cette manière-là sur l'immigration choisie. Le sujet, c'est il y a une liste de métiers pour lesquels la difficulté de recrutement est présumée, c'est-à-dire on établit une liste de métiers en tension, enfin on y reviendra tout à l'heure, mais pour laquelle l'employeur qui demande une autorisation de travail n'aura pas besoin de prouver des difficultés de recrutement préalables. Et donc, voilà, donc il y a une liste de métiers et normalement le recruteur, avant d'introduire un étranger qui n'est pas sur le sol français, doit prouver qu'il a rencontré des difficultés de recrutement pour pouvoir son poste sur le marché national. Et pour toute une liste de métiers pour lesquels la tension est présumée constante, on ne lui demande pas cette formalité. D'accord, ok. Donc c'est bien le terme immigration correspond bien voilà, à une population étrangère. Oui, ça concerne des ressortissants étrangers qui ne sont pas de l'Union européenne et qui ne sont pas sur le territoire français à l'heure où ils formulent la demande. D'accord, ok. Merci beaucoup. Anne-Sophie Dumortier, vous avez levé la main. Oui, bonjour. Je suis du CARIFOREF Provence-Alpes-Côte d'Azur et je vois que vous parlez des CREFOP et du coup, je ne vois pas apparaître les CARIFOREF qui ont une large place au sein des CREFOP. La plupart du temps, ils les animent et ils fournissent les informations, et notamment dans le cadre des révisions de l'actualisation des plans régionaux de formation, on nous demande très régulièrement des listes. Et je ne parle que dans le cadre de l'actualisation des plans régionaux de formation, mais dans d'autres cadres, on nous demande des listes de métiers, notamment par exemple quand on crée des observatoires, exemple observatoire des métiers de la mer, on nous demande de faire un périmètre métier. Donc là aussi, c'est qu'un exemple parmi d'autres, mais voilà, du coup je voulais... Oui, merci pour cette remarque. Effectivement, on a rencontré le CARIFOREF Bourgogne-Franche-Comté en fin de semaine dernière qui avait formulé à peu près
la même remarque en disant que les CARIFOREF étaient très associés au CREFOP et qu'on les voyait peu sur la cartographie. En fait, ils y sont sur cette deuxième slide, mais en fait, on n'aurait pas dû mettre RCO, mais juste CARIFOREF avec les OPCO, OPMQ, dans le sens où on voulait afficher qu'ils s'étaient très régulièrement sollicités pour établir les listes de métiers, mais que dans les décrets, en fait, leur rôle, et la variabilité de leur rôle selon les régions n'est pas forcément clairement affichée. Mais voilà, c'est un point, je pense, à discuter pour améliorer cette cartographie, effectivement. Dans les décrets, il y a quand même l'observatoire. Ben oui, je comprends. Ok. Non, bah voilà, en fait, merci pour cette remarque. Et je pense que du coup, il faudrait effectivement leur mettre une petite case en propre à eux pour les associer plus spécifiquement au CREFOP et aux différents dispositifs dans lesquels ils sont sollicités pour établir les listes de métiers. Oui, merci. D'autant plus que ça devient vraiment quelque chose de prépondérant dans nos travaux, là, de définir des listes de métiers. C'est vraiment ça s'est vraiment développé, quoi. La demande est de plus en plus forte. Merci pour cette remarque qui est bien notée pour la cartographie. Sandra Loire, de nouveau, si je comprends bien la slide qui est à l'écran, Oui. représente l'ensemble des organisations qui, on va dire, qui publient en quelque part des fiches métiers, qui travaillent sur les fiches métiers et qui en publient, soit directement, soit via un prestataire. Attention, c'est vrai que ce qu'on a essayé de faire, c'est on sait qu'il y a beaucoup d'institutions, beaucoup d'instances, notamment les observatoires qui publient beaucoup de listes de métiers. Là, on a essayé vraiment de l'axer sur des métiers, sur des dispositifs qui ouvrent à des droits au niveau public. Donc, financier, des soutiens techniques ou même l'enregistrement, par exemple, au sein de l'enregistrement simplifié au sein de France Compétences. Donc, cette cartographie, ce n'est pas tous les acteurs qui peuvent être émetteurs de listes de métiers, mais vraiment ceux qui vont émettre des listes de métiers accolées à des dispositifs. C'était beaucoup plus simple pour nous, notamment en termes aussi de recommandations pour une mise en cohérence globale. Donc là, vous avez les principaux acteurs qui sont mobilisés sur ces différents dispositifs-là et donc qui s'appuient sur des listes de métiers en tension ou porteurs en forte évolution. Mais clairement, si on voulait une cartographie de tout l'écosystème, on rajouterait vraiment d'autres acteurs. Donc, du coup, ce sont des acteurs qui, comme vous disiez, si je reprends vos termes, émettent, mais qui ne sont pas au pilotage forcément des listes de métiers. Vous pouvez juste répéter pour être sûr de... Est-ce que, si j'ai bien compris, ce sont les acteurs qui émettent, mais qui ne sont pas forcément pilotes dans la réalisation de ces fiches métiers? On peut avoir un croisement. C'est-à-dire, dans certains cas, on a des acteurs qui émettent, donc qui constituent la liste sur proposition d'autres acteurs, mais qui vont constituer la liste et qui vont la valider aussi. D'accord. On a plusieurs schémas qui existent. Si on passe sur la précédente slide, par exemple, on voit qu'au niveau je vais prendre la DGEFP, je vais voir s'il y en a un qui est beaucoup plus parlant. Sur les ATPO, par exemple, ils peuvent constituer et valider les listes sur les projets de PTP, mais par exemple, sur Transco, ils peuvent aussi proposer des métiers. Donc, il y a plusieurs schémas qui peuvent exister. Je ne sais pas si ça répond à votre question. La slide suivante, vous mettez les OPCO au même niveau que les OPMQ, ça je comprends, et au niveau que RCO. Je peux savoir pourquoi. C'est ce que disait Colline tout à l'heure. OPCO, OPMQ et RCO, dans la même case. Autant l'OPCO et OPMQ, ça je comprends, mais RCO. En fait, c'était notre... là, on pointe sûrement une erreur de notre part.
Mais selon nous, les CARIFOREF pouvaient être associés au même titre que les OPMQ pour avoir des études, des informations et classer les listes de métiers, pour classer les métiers. Mais que c'était... donc, on l'avait mis la flèche en violet depuis cette case pour dire que c'était source de données. D'accord. Peut-être réagir. On a 2 personnes des CARIFOREF. Ouais, Oui, madame. il y en a même 3, je crois, il me semble. On est à 3, Lydie Chantreuil, Pauline Guéfragno et moi-même, Anne-Sophie Dumortier. On a 2. Je vous coupe, je suis désolée, mais parce qu'on a 2 personnes qui ont levé la main depuis tout à l'heure. Donc, on a Pauline Gay et Aurélie Mazouin. On va peut-être les laisser réagir d'abord. Allez-y. Oui, allez-y. Oui, pardon. Alors, je comprends les limites de l'exercice et que vous avez voulu le border de manière très formelle, en fait. Mais il me semble que l'enjeu de cette question de la multiplicité des listes, elle interroge aussi l'entrée usagée et notamment l'entrée usagée confrontée à l'orientation ou à leur reconversion. Et il me semble qu'il y a un pan qui est absent, c'est la question des métiers d'avenir, des métiers de demain, sur laquelle on ne cesse, en tant que CARIFOREF, d'être interrogé pour outiller les outils d'orientation et de reconversion. Donc, j'entends les contraintes ou la version que vous avez souhaité clarifier, etc. Mais je pense que c'est ce pan-là qui est très fortement connecté aux usagers, en dehors de la sphère des acteurs que nous sommes et qui peut-être maîtrisons un peu mieux les concepts et l'écosystème. Il y a aussi tout ce pan qui est quand même une grande nébuleuse et qui me semble intéressant à appréhender et à creuser aussi. Merci pour cette remarque. Donc, effectivement, les métiers d'avenir et métiers de demain, c'est une sémantique qu'on avait en tête. Mais en fait, est-ce que vous avez des exemples de listes officielles, entre guillemets, qui portent cette sémantique? Alors, évidemment, ça va passer par des outils ou des ressources, type ONICEP, type site orientation, qui formalisent ces listes qui sont variables, du coup, en termes de cadre, en fonction du cadre d'analyse, mais c'est à peu près les mêmes contraintes que ce que vous avez évoqué en introduction. Donc, des contraintes de lieu, de temps, de méthode, voilà. Ça converge en termes de difficultés et de modalités d'hétérogénéité. Voilà. On est quand même sur les mêmes contraintes, mais avec des sémantiques et des usages différents, en fait. Et là, ce qui me gêne un peu, c'est que on est un peu entre soi, là, autour des questions très officielles, très formelles, mais la question des usagers, il me semble qu'elle est centrale dans ces questions d'hétérogénéité et de flou autour de ces questions, parce que nous, on peut arriver à traiter les choses et à rationaliser les choses peut-être plus facilement que des usagers qui sont confrontés de la même manière que nous à ces multiplicités de listes et qui, eux, pour le coup, n'ont pas les clés. Donc voilà, pour moi, c'est central aussi d'intégrer cet usage en termes d'orientation et de reconversion dans... Alors, je vois un projet de transition professionnelle, mais il n'y a pas que ça. Peut-être juste une réaction en vous entendant. Enfin, je vois deux pans, c'est-à-dire le premier pan qui est spécifique sur les métiers d'avenir et le deuxième pan qui est plutôt de faire aussi apparaître dans la cartographie les usagers. Là, pour mieux aussi montrer la diversité des acteurs qui pourraient s'en saisir et donc avec des enjeux différents. Tout à fait. Merci. Aurélie Mazouin, peut-être une réaction là-dessus? On ne vous entend pas. Ouais. On ne vous entend toujours pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon.
Changer effectivement. Et vous m'entendez toujours? Oui, c'est Oui. bon. Oui, oui, pardon. C'était juste une petite remarque par rapport à la discussion qu'il y a eu sur votre graphique, peut-être page 2, sur la place et le rôle des CARIFOREF, éventuellement du RCO, dans l'alimentation des différentes listes, et notamment le fait que le RCO soit placé au même niveau que les OPCO et que les OPMQ. Et je ne dirais pas qu'à proprement parler, on crée des listes de métiers, mais plutôt qu'on est là en tant qu'outil d'aide à l'élaboration de ces listes. En tant que voilà, ensemblier qui va essayer de rassembler l'information de différentes sources. Mais effectivement, il faudrait voir comment pouvoir le mettre de façon un petit peu différenciée des OPCO et des OPMQ dans le schéma. Oui, merci, merci pour cette remarque. Peut-être Bernard Barbier et puis ensuite une dernière si jamais et on passera à la table ronde. Oui, Bernard Barbier, je suis directeur de Défi Métier, qui est le CARIFOREF d'Île-de-France. Donc, je prends la continuité, comme ça, il y aura tous les CARIF d'un coup qui sont présents. Effectivement, nous, en Île-de-France, on s'est amusé à faire des listes, je dis bien s'amuser à faire des listes de métiers de demain, parce que c'est la question qui nous est posée à peu près tous les jours. Mais je dis bien on s'est amusé, parce que quand on parle ici de prolifération des listes métiers, c'était aussi pour montrer qu'il y avait des listes de tous les côtés. Il y a des listes de métiers de demain, même si personne ne sait ce que seront les métiers de demain. Donc, quand on parle de prolifération et de listes éventuellement même qui servent à rien, c'est un bon exemple. Donc, on a travaillé là-dessus et c'est très intéressant de le mettre dans le schéma si on parle de ce sujet de prolifération et si on veut faire quelque chose là-dessus. Si on ne veut rien faire, on laisse comme ça. Oui, merci, merci pour cette remarque. Effectivement, donc il y a, je pense que ça vaudra le coup, notamment pour la prochaine réunion, où, comme le disait Mariam en introduction, hein, qui sera plus à visée critique, c'est-à-dire comment faire pour simplifier, limiter la prolifération des listes, vraiment re-ratisser, notamment avec vous les CARIFOREF, sur quelle liste vous êtes sollicité et ce que vous êtes amené à faire finalement au quotidien ces derniers temps. Donc, merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, je vous propose qu'on passe à la table ronde pendant laquelle on va pouvoir détailler justement ces questions de liste de métiers. Donc, comme on vous le disait, vont intervenir autour de cette table les personnes qu'on a rencontrées pour qu'ils nous expliquent comment fonctionnent les listes de métiers. Et ce n'était pas une mince affaire. Et en fait, à les écouter, nous expliquer la conception des listes, le processus de validation, etc., on s'est dit que ce serait quand même super intéressant que tout le monde puisse entendre ça. Parce que voilà, il y a un besoin de clarification. Donc, je tiens à remercier nos 4 intervenants. Donc, pour France Compétences, Marine Grimoldi de la direction de la certification professionnelle. Pour la DGEFP et la mission alternance et accès aux qualifications, merci à Éléonore Lafay d'avoir accepté d'intervenir. Pour les listes R2F et métiers ouverts à l'immigration choisie, donc vous avez déjà entendu Stéphane Léraud, qui est le chef du département Pôle emploi, donc merci à lui d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Et enfin, merci à Benoît Beauvillard de la mission du droit et du financement de la formation de la DGEFP, qui témoignera sur les listes Transco et PTP. Donc, pour cette table ronde, 3 objectifs. Déjà, on a eu de cesse de le répéter, mais informer, donc clarifier les finalités des listes de métiers et leur conception. Puis créer un lieu d'échange. Si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous travaillez de près ou de loin, mais d'après ce qu'on a entendu, plutôt de très près avec les listes de métiers. Et donc, c'est l'occasion de partager votre expérience également. Et enfin, 3e point, c'est de préparer la prochaine réunion. Si aujourd'hui, on va s'en tenir au descriptif et au factuel, cette table ronde va sûrement permettre de relever des points de blocage ou des points d'interrogation qui vont permettre de nourrir la prochaine réunion qui se tiendra à l'automne 2022.
Donc, pour le fonctionnement, on a découpé cette séquence en 4 grandes questions et donc nos 4 intervenants pourront répondre à ce moment-là. Donc, je vais commencer par une première question qui est plutôt conceptuelle sur l'objectif des listes de métiers. Donc, finalement, la question revient à se dire, mais pourquoi, dans un dispositif, faire une liste finie de métiers? Donc, pourquoi, à quoi ça sert en fait? Et puis voilà, relier cette liste-là au dispositif dans lequel elle intervient. Dans la cartographie, on a identifié 2 grandes finalités. Une plutôt de court terme, résorber les tensions actuelles du marché du travail, et l'autre plutôt de moyen-long terme, qui est d'anticiper les tensions futures sur le marché du travail. Donc, peut-être commencer par les listes R2F et MOE avec Stéphane Léraud. On avait l'intuition que ces listes s'inscrivaient plutôt dans du court terme. Est-ce que vous voyez cette finalité-là pour ces 2 listes et pourquoi ces dispositifs ont fait appel à des listes métiers? Alors, premièrement, déjà, de dire au travers des 2 listes dont je vais parler, donc qui sont assez différentes, on voit bien la dualité des sujets, parce que, alors qu'on est dans les 2 cas dans l'angle tension de recrutement, on va voir que les logiques métiers et comment dire, la finalité sont complètement différentes. Alors, je vais déjà parler de la question de la liste des métiers pour la MOE. Alors déjà, pour contredire un petit peu l'interprétation qu'on est souvent faite, et notamment par les organisations patronales et syndicales quand ils en parlent, avec l'idée que ce serait et qui est un petit peu d'ailleurs dans votre intitulé sur immigration choisie, ce n'est pas l'immigration choisie. Il y a l'idée qu'il y aurait une orientation vers une immigration vers les métiers en tension, alors que l'objet de la liste, il est strictement juridique, il est d'abord d'une simplification administrative. Donc là, je vais juste être un petit peu juridique pour bien expliquer. Quand un employeur veut veut recruter une personne qui n'est pas sur le territoire national, il doit faire une demande d'autorisation de travail. Et dans le cadre de la procédure de demande d'autorisation de travail, il doit apporter une preuve qu'il a fait des démarches pour recruter préalablement des personnes qui étaient déjà présentes sur le sol français. Ça, c'est le cadre. Et c'est donc une démarche assez compliquée. Et donc, il a été fait le choix de distinguer 2 catégories de métiers et donc de reconnaître que certaines catégories de métiers sont en tension et que pour ces métiers en tension, la preuve de la difficulté de recrutement n'est pas nécessaire, qu'il y a une forme de présomption irréfragable de difficulté de recrutement. Et donc, dès lors que le métier est sur la liste, l'employeur n'aura pas approuvé un des 4 critères de la délivrance d'autorisation de travail, qui est la difficulté de recrutement. Mais je dis ça parce que ce n'est pas du tout une logique de recruter uniquement sur ces métiers, c'est simplement une logique de simplifier les procédures administratives pour les employeurs qui recrutent sur ces métiers, ce qui n'est pas du tout à fait la même chose. Et donc, je redis, on peut recruter sur n'importe quel métier des travailleurs étrangers. Il n'y a pas de restriction. On est vraiment sur une logique de simplification administrative. Voilà, ça c'est sur la première. Et pour redire, donc, comme on est dans un champ juridique, tout est encadré juridiquement par un arrêté et des ministres en charge du travail et en charge de l'immigration. Et c'est une disposition de la loi qui prévoit ce format d'arrêté. Donc, c'est une procédure assez lourde, mais qui aujourd'hui est portée par un verrou législatif. Ça, c'était pour la première. Et la seconde dont on peut parler, c'est la liste des métiers, enfin des formations plus exactement, éligibles à la rémunération de fin de formation. Donc, ce dispositif, c'est lorsqu'une vise les demandeurs d'emploi qui ont une allocation de retour à l'emploi, donc des allocations chômage, et qui sont encore en formation à la date de la fin de leurs droits. Et donc, pour ces demandeurs d'emploi-là, si leur formation est inscrite sur une liste qui oriente plutôt vers des métiers en tension,
il y a un relais d'indemnisation qui s'appelle la rémunération de fin de formation et qui donc leur permet de disposer d'une ressource financière le temps de terminer la formation. Donc là, par contre, on est vraiment sur une logique de court terme, effectivement, de résorption des tensions. Et là, on a vraiment la traduction d'un choix politique qui est de prioriser les formations pour lesquelles il y a des vraies difficultés de recrutement et pour lesquelles on veut donner un avantage comparatif à ces métiers pour garantir qu'on n'a pas d'abandon en cours de formation. Donc, pour donner vraiment un coup de pouce à ces sujets-là. Pour information, donc c'est pour ça que j'en parlerai sans doute moins dans la suite des développements, la rémunération de fin de formation est devenue un dispositif 100% Pôle emploi, puisque maintenant le financement est intégré dans le budget de Pôle emploi. Donc c'est le conseil d'administration de Pôle emploi qui est totalement responsable du pilotage du dispositif et donc du sujet des listes, et ça a pour conséquence une refonte en cours donc, des listes et des modalités d'édiction des listes. Et donc pour l'instant, on n'a pas encore tout à fait atterri. Donc j'en parlerai pas plus que ça, mais je reprécisais ce sujet-là. On n'entend pas le… Merci beaucoup. Donc effectivement, ces deux listes qui se situent plus sur un objectif de résorption de court terme des tensions. Benoît Beauvillard, pour les dispositifs Transco et PTP, on est plus à cheval en fait sur les deux grandes finalités. Vous avez votre micro coupé. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Oui, on est plus à cheval sur les deux finalités aussi parce que les dispositifs ne s'équivalent pas forcément, même s'ils utilisent un cadre juridique comparable. Par ailleurs, je ferai aussi une autre distinction qui est que selon les listes, certains ciblent des métiers, d'autres ciblent des types de publics, ce qui n'équivaut pas non plus à la même chose. Pour rappeler à ceux qui ne sont pas forcément parfaitement familiers des PTP, les projets de transition professionnelle donc, est un dispositif de reconversion professionnelle qui s'adresse aux salariés, donc CDI, CDD, intérimaires et intermittents du spectacle, et qui leur permettent de mobiliser leur compte de personnel de formation pour financer une action de formation certifiante dans un objectif de reconversion professionnelle. C'est un dispositif qui a donc pour spécificité d'être mobilisé à l'initiative du salarié lui-même, avec l'accord de son employeur, mais l'accord de l'employeur doit lui être donné s'il respecte les conditions d'éligibilité au dispositif. Donc, a priori, c'est un accord assez facile à obtenir. Pendant tout le parcours de formation, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération jusqu'à 2 SMIC à 100%, au-delà de 2 SMIC dans des conditions un peu plus spécifiques. Donc voilà, la grande spécificité du PTP, c'est d'être mobilisé à l'initiative du salarié. Quelles sont les listes qui sont produites dans ce cadre? Elles sont deux. Il y a une liste qui établit les métiers à forte perspective d'emploi et une liste qui établit les métiers dont le taux d'emploi diminue. Donc, vous voyez qu'il y a une liste d'un côté qui définit des métiers, une liste de l'autre qui va définir des salariés qui peuvent avoir accès au dispositif dans des conditions favorables. Ces listes sont utilisées dans le cadre des recommandations de France Compétences qui sont établies pour orienter les parcours de formation prioritaires qui vont être financés. Au sein de ces priorités, il y a justement le ciblage vers les métiers à forte perspective d'emploi et le ciblage vers les salariés travaillant dans des secteurs dont le taux d'emploi diminue. Donc, pour boucler la boucle et renvoyer à la finalité finalement des listes, il est en fait d'orienter les financements publics soit vers des métiers spécifiques, pour nous les métiers à forte perspective d'emploi, soit vers des salariés qui pourraient être directement concernés par des reconversions professionnelles dans un but d'anticipation. Sur le court et moyen terme qu'évoquait Colline Bouvard, il faut savoir que ces listes ne sont pas établies par la DGEFP elle-même. Ce sont les transitions pro, qui sont des organismes paritaires, qui sont responsables de l'établissement et de la mise à jour de ces deux listes.
En d'autres termes, elles sont aussi maîtresses des horloges et choisissent la fréquence à laquelle ces listes vont être progressivement mises à jour. Voilà pour la première question qui nous anime s'agissant des PTP. Pour Transco, qui est également un dispositif mis en œuvre par les transitions pro, ces listes de métiers sont établies de façon un petit peu différente puisqu'elles sont validées par les DRETS sur la base d'une proposition formulée par les CREFOP. Une fois que les DRETS ont validé ces listes de métiers en tension, elles sont transmises aux transitions pro qui peuvent les appliquer, éventuellement en y ajoutant de leur propre chef des métiers qu'elles ont identifiés à l'échelle de leur territoire comme en tension. L'enjeu étant donc qu'ensuite ces métiers rajoutés fassent l'objet d'une bonne communication avec les DRETS pour que les listes publiées soient mises à jour et que les personnes souhaitant mobiliser Transco en aient connaissance. Voilà. L'enjeu donc globalement est de pouvoir orienter la constitution des dossiers par les salariés vers les métiers compris dans ces listes. En fait, l'enjeu de ces listes, c'est leur bonne diffusion et être certain que les salariés qui vont mobiliser soit Transco, soit les PTP aient connaissance de l'existence de ces listes et de la façon dont elles sont constituées. Dernière petite précision, la liste des métiers en tension ne rejoint pas toujours la liste des métiers pour Transco, donc la liste des métiers en tension qui s'applique à Transco ne rejoint pas toujours la liste des métiers à forte perspective d'emploi pour les PTP. Ce sont des dispositifs spécifiques qui n'ont pas les mêmes finalités. Pour Transco, il s'agit vraiment d'accompagner les mutations économiques et de faire en sorte que les reconversions professionnelles auxquelles elles mènent soient anticipées, alors que pour les PTP, c'est un dispositif fait à l'initiative du salarié, qui sont notamment orientés vers des métiers à forte perspective d'emploi, mais cette orientation ne résume pas la finalité même du dispositif. Oui, merci Benoît Beauvillard. Effectivement, pour le PTP, on rappelle que en fait, l'attribution du financement fonctionne sur un système de points et le fait de demander un métier qui est dans cette liste permet d'avoir un certain nombre de points, mais ce n'est pas une condition sine qua non pour voir son dossier accepté. Éléonore Lafay, vous nous aviez fait remarquer justement lors d'une première version de la cartographie que les listes PROA se situaient plus dans l'anticipation et justement dans cette logique de pouvoir anticiper les tensions sur le marché du travail. Est-ce que vous pouvez détailler un peu la finalité de ces listes PROA et puis est-ce que vous pensez qu'il y a une finalité intrinsèque finalement aux listes de métiers selon vous, quel que soit le dispositif? On ne vous entend pas. En attendant, peut-être juste demander aux personnes qui ont levé la main d'écrire directement leurs questions et réactions. En fait. Est-ce que vous m'entendez là ou pas? Oui, super. Ah bah écoutez, je sais pas, j'ai un problème avec mon ordinateur. Oui, donc concernant la... Je vous coupe juste 2 secondes, j'en profitais pour dire aux personnes, en fait, souhaitant intervenir, de réagir directement sur le lien dédié parce qu'on est une 50aine et c'est assez compliqué de donner la parole à tout le monde pendant la séquence live, on va dire. Donc, le lien est sur le chat. N'hésitez pas à y aller pour poser vos questions, réagir. Et nous ferons le lien avec Colline qui anime. Merci. Oui, donc bonjour à tous. Éléonore Lafay, ministère du Travail. Donc, je vais vous parler des listes donc en PROA. Donc, la PROA, c'est la reconversion ou promotion par l'alternance. Ça permet donc aux salariés de changer de métier ou d'obtenir une promotion sociale ou professionnelle. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, une caissière qui travaille pour Carrefour, avec l'automatisation aujourd'hui des caisses automatiques, via ce dispositif, elle pourra préparer une nouvelle certification pour travailler, par exemple, du côté ressources humaines. Alors, donc, ce parcours associe donc du temps en formation et du temps en entreprise.
Donc, concernant les listes, chaque accord de branche doit lister les certifications professionnelles qui sont éligibles à la reconversion ou promotion par l'alternance. C'est donc une compétence c'est donc une compétence des partenaires sociaux. Et donc là, on se situe donc du côté des métiers en forte évolution, car dans chaque branche, donc les accords de branche doivent détailler dans quelle mesure l'activité est en forte mutation et dans quelle mesure le secteur fait face à l'obsolescence des compétences. Souvent, dans chaque accord de branche, il y a des justifications. Donc, c'est souvent la digitalisation, aussi le Covid, la surspécialisation auxquelles font face aujourd'hui les salariés. Et donc, dans chaque accord de branche, on a à la fois donc, une justification sur pourquoi le secteur est en mutation, pourquoi les compétences doivent évoluer, et pourquoi les compétences deviennent obsolètes, et à la fois une liste de certifications pour que les salariés puissent obtenir une reconversion ou une promotion sociale ou professionnelle au sein de leur entreprise. La DGEFP contrôle que cette justification existe et nous vérifions aussi que les certifications professionnelles éligibles sont inscrites au répertoire national des certifications professionnelles et sont actives. Donc là, on se situe du côté métier forte évolution. Merci beaucoup. Justement, on va faire le lien sur les certifications et la forte évolution avec la liste des métiers émergents et en particulière évolution portée par France Compétences pour une inscription facilitée au RNCP. Et je rebondis sur ce que Stéphane Leraut disait tout à l'heure à propos de la liste MOE qui en fait, répond à une logique de simplification administrative. Marine Grimaldi, est-ce que vous pensez que pour la liste des métiers émergents ou à particulière évolution, il y a aussi cette logique de simplification administrative qui est derrière cette liste? Bonjour à tous. Oui, complètement. En fait, on est dans une logique de simplification administrative. En fait, il faut vraiment distinguer les temps. En fait, l'objectif de cette liste de métiers en émergence ou en particulière évolution, c'est vraiment de rendre le système de certification plus réactif, de le mettre davantage en adéquation avec les besoins en compétences des employeurs. Faire que les employeurs puissent recruter des personnes dont les compétences sont reconnues par une certification professionnelle sur des métiers qui ont fortement évolué ou qui ont émergé il y a quelques années, et donc de pouvoir permettre à ces personnes d'avoir leur certificat, leur parchemin pour être reconnues sur le marché du travail. L'objectif, c'est vraiment de mettre davantage en adéquation le système de certification professionnelle par rapport à ses besoins en compétences. Donc, en fait, l'idée, c'est de solliciter les branches professionnelles et les syndicats professionnels sur ce qu'ils considèrent comme étant des métiers en émergence ou en particulière évolution. Suite à l'analyse du comité scientifique de France Compétences et décision de la commission de la certification professionnelle de France Compétences, une liste comportant un certain nombre de métiers est retenue. Donc, quand je vous disais qu'il faut distinguer les temps, c'est que là, on est vraiment au niveau du métier. Et c'est seulement ensuite que les organismes certificateurs pourront, donc tout type d'organismes certificateurs, pas uniquement justement les branches ou les syndicats professionnels qui ont contribué à l'établissement de cette liste, mais vraiment tout type d'organismes certificateurs, publics, privés, peuvent déposer des dossiers de demande d'enregistrement au RNCP pour justement faire enregistrer la certification professionnelle et donc mettre davantage en adéquation le système de certification, et justement donc par rapport à la simplification administrative de manière plus rapide, puisque normalement l'enregistrement, pour être enregistré au RNCP, l'organisme certificateur doit fournir 2 promotions.
pour faire la démonstration de l'impact sur les parcours professionnels de sa certification professionnelle. Là, dans ce processus dérogatoire, il n'y a pas assez de promotion à fournir. Merci, merci beaucoup. Je vous en prie. Je vais pouvoir... J'ai un retour son dans mon oreille, mais je ne sais pas si ça vous le fait à vous aussi. Non, ça va, il n'y a pas d'interférence. J'ai été perturbée. Non, je vais pouvoir enchaîner justement avec vous, Marine Grimaldi, et peut-être Sandra Anlard, que j'ai oublié de remercier, donc, qui fait partie du comité scientifique de France Compétences et qui étudie les contributions reçues pour établir les listes des métiers émergents ou en particulier évolution. Donc, une deuxième question, un deuxième temps de cette table ronde qui va passer peut-être plutôt du côté technique sur la conception des listes, où on va revenir sur le lien entre la conception et les sémantiques utilisées dans les listes. Donc, par sémantique, j'entends métier en tension, métier porteur, métier émergent. Donc, c'est le nom qu'on attribue en fait à la liste. Et donc, en fait, on voit qu'il y a des grandes finalités, des grandes catégories de finalités qui sont finalement assez générales et qui peuvent englober plusieurs listes de métiers. Mais pourtant, les noms sont différents et donc de l'extérieur, on se dit que ça peut recouper des réalités différentes et surtout des attendus différents pour qu'un métier puisse faire partie d'une liste. Donc, ma question porte sur les critères qui sont utilisés pour sélectionner les métiers pour qu'ils rentrent dans la liste. Est-ce qu'il va s'agir d'arguments quantitatifs ou qualitatifs? Comment dire, en fait, par exemple, bon, tel et tel métier, ce sont des métiers en tension et ils doivent faire partie de notre liste. Et puis, quelle échelle est retenue aussi pour définir les métiers? Quelle nomenclature? Est-ce que, par exemple, ce sont les FAP ou les codes ROM? Donc, par exemple, pour France Compétences, donc, il y a le 4e appel à contribution qui est sorti il y a pas longtemps, quelques jours, quelques semaines. Ce 4e appel à contribution pour établir la liste 2023 des métiers émergents ou en particulier évolution. Peut-être Sandra Anlard ou Marine Grimaldi, est-ce que dans cet appel à contribution, vous détaillez comment vous allez sélectionner les métiers et quels critères vont être utilisés? Marine, je prends le début de la question et puis je vous passerai la parole. Bonjour à tous d'abord. Alors, je voudrais d'abord dire qu'il n'y a pas de vérité. On est en chemin. À chaque fois, on essaye de progresser, on essaye de préciser, on essaye d'avancer. Ce n'est pas un travail qui est posé là en disant on a la vérité sur ce que c'est qu'un métier en émergence ou en particulière évolution. Donc, je voudrais vraiment apporter d'abord une touche de modestie à ce qu'on fait parce que tout le monde le sait bien ici, c'est quand même un travail difficile. L'année dernière, ce qu'on a appris et qui nous a semblé important de préciser cette année, c'est le fait que pour démontrer le caractère émergent ou le caractère en particulière évolution d'un métier, il est nécessaire de croiser 3 composantes du métier. À la fois les questions de périmètre, à la fois les questions d'activité et à la fois les questions de compétences. Et ça nous semble très important parce que c'est vrai que l'année dernière, on a eu quelques réponses qui étaient un peu confuses de ce point de vue-là, où soit on parlait pas des compétences, ou on parlait que des questions de périmètre. Voilà. Donc, pour nous, en tant que membre du comité scientifique, et je parle également au nom d'Anne de Billinière qui travaille dans ce comité avec moi, ça nous semble important d'insister sur une distinction entre ce qui se passe dans le périmètre de métier, ce qui se passe du côté des activités et ce qui se passe du côté vraiment des compétences. Je vais prendre un exemple très simple. Si on est simplement sur un métier qui a élargi son périmètre ou qui finalement se recompose en partie, mais sans que les compétences, par exemple, soient transformées, on va avoir tendance à dire on n'est pas forcément sur quelque chose qui est vraiment nouveau, qui est vraiment en évolution forte. Donc, on a besoin vraiment de creuser ces 3 aspects-là pour donner un avis en tant que comité scientifique. Et bien sûr, ça n'est qu'un avis, puisqu'après ça, il y a une autre instance qui prend les décisions. Voilà, peut-être que, je ne sais pas si c'est suffisamment clair en réponse à votre question.
Est-ce que Marie veut compléter? Tu veux compléter? Moi, j'avais juste, tu as précisé la manière dont on a tenté, en tout cas dans ce 4e appel à contribution, de définir les choses. On a essayé aussi de définir les choses parce que ce ne sont pas, ma phrase est très française, mais les métiers en émergence ou en particulière évolution, en l'occurrence, ne sont pas forcément des métiers en tension. Oui, tout à fait. Donc, c'est aussi pour faire le lien par rapport aux autres listes. Ça peut être justement une conséquence du fait que, on va dire, l'appareil de certification et donc peut-être l'appareil de formation n'est pas en adéquation et donc ça va créer des tensions de recrutement. C'est peut-être une des conséquences. Mais effectivement, les métiers en particulier évolution, ils évoluent, ils changent, ils sont différents. Donc, on a une sorte de avant-après, mais en tout cas, ils ne sont pas nécessairement en tension. Absolument. Ce n'est pas un critère décisif pour nous. C'est vrai que souvent, ça se rejoint, mais ce n'est pas le sujet essentiel. Merci beaucoup. Et effectivement, pour les listes PROA, et Léonore l'a fait, le fait que les métiers soient en tension n'est pas forcément un critère sine qua non. Et vous nous disiez que ce sont les accords de branche qui justifient, qui argumentent en fait pour définir si un secteur est en tension. Donc, on ne va pas avoir un argument sur chaque métier pour les listes PROA, mais bien sur les secteurs d'activité et sur les branches concernées dans les accords. Oui, exactement. C'est une argumentation générale sur pourquoi la branche propreté est en mutation, par exemple, dans quelle mesure les compétences deviennent obsolètes, les compétences des salariés. Donc, on est sur une logique un petit peu différente de celle des autres dispositifs, et c'est bien les branches qui détaillent pourquoi leur branche est en mutation. Alors que pour vous, Benoît Vauvillard, donc, vous êtes à côté. Pour les listes Transco et PTP, il me semble qu'on incitait les acteurs à utiliser les indicateurs de tension d'ARES Pôle emploi, mais que ce n'était pas forcément une obligation. Il y avait de la place pour la concertation. Est-ce qu'il y a des critères qui ont été établis pour définir ces deux listes-là ? Oui, c'est exactement ça. Enfin, c'est exactement ça. C'est à peu près ce que vous disiez. À partir du moment où l'établissement des listes a été délégué aux transitions pro, leurs méthodologies peuvent varier, la fréquence de leur mise à jour aussi, comme je le disais. Donc, il n'y a pas de méthodologie et de critérisation figée pour l'établissement de ces listes de métiers porteurs. Pour ceux qui ne seraient pas familiers au dispositif, je précise que je n'ai pas fait tout à l'heure et je m'en excuse, que chaque transition pro est compétente sur une région. Donc, l'établissement de ces listes de métiers porteurs ou de secteurs dont le taux d'activité diminue et pour Transco de métiers en tension s'applique à la région. Voilà. Donc, en fait, ce qui quand même permet d'encadrer la méthodologie d'établissement des métiers, c'est les recommandations de France Compétences qui permet d'encadrer la définition qu'on va donner au changement du métier. Comme je vous le disais en préambule, l'une des choses qui définit le PTP et qui en est une condition d'éligibilité, c'est l'obtention d'une certification pour changer de métier. Et les recommandations de France Compétences qui encadrent la mise en œuvre des PTP ont précisé que le changement du code ROM que le changement de métier s'apprécie au regard d'un changement de code ROM. Donc, pour les PTP, la liste des métiers à forte perspective d'emploi est une liste où les métiers se définissent par code ROM. Comme les codes ROM, en fonction des secteurs de métiers, peuvent être définis de façon plus ou moins spécifique, mais sont souvent définis de façon spécifique, la liste est souvent étendue. On parle le plus souvent de centaines de métiers. L'objectif, en fait, est de permettre aux acteurs de terrain d'utiliser leur connaissance du tissu économique de leur région pour orienter le financement des PTP vers les métiers qui sont en demande à court ou à moyen terme. C'est pour ça que les transitions pro sont responsables de l'établissement de ces listes. Pour les métiers en tension, côté donc Transco, le code ROM comme échelon de jugement du changement de métier n'est pas forcément obligatoire. Et d'ailleurs, les listes des CREFOP
validée par les DREETS, comme je le rappelle, et mise en œuvre par les transitions pro, n'utilisent pas forcément les codes ROM. Voilà. Du coup, voilà, en conclusion, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de concertation à proprement parler entre plusieurs acteurs. Par contre, les transitions pro s'inspirent des travaux qui sont très, très variés, qui peuvent dépendre, qui sont pas les mêmes d'une transition pro à l'autre, même si les deux sources que sont les CREFOP, les sources que sont les CREFOP, la DARES, Pôle emploi sont quand même utilisés généralement par la très grande majorité des transitions pro. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Et enfin, Stéphane Leraut, vous aussi, vous appuyez parfois sur les indicateurs de tension d'ARES Pôle emploi pour établir la liste MOE. Et le processus a été rénové dernièrement, en fait, parce que la liste a été actualisée il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, par rapport aux critères d'objectivation, sur la proposition de liste, parce qu'il y a deux étapes. Il y a la proposition d'une liste et après, il y a une concertation sur la liste. Sur la proposition de liste qui est faite par la DGEFP, concrètement, on utilise bien l'outil d'ARES Pôle emploi, donc le nouvel outil de mesure des tensions. Donc, le critère objectif, c'est bien la tension de recrutement préalable. Pour la MOE, c'est bien le critère objectif qui prévaut. Et donc, on a utilisé l'outil d'ARES Pôle emploi, non pas au moment de l'actualisation, mais au moment de sa création. C'est-à-dire que le premier exercice de renouvellement de la liste MOE a été fait au moment de l'introduction de ce nouvel outil. Donc, plus techniquement, comment on a fonctionné. Donc, l'outil d'ARES Pôle emploi, il est disponible sur le site du ministère. Je vous invite à aller le voir. Il est formulé en FAP. Ça répond en FAP 225, ce qui, pour les questions de MOE, renvoie en fait à une FAP 187, c'est-à-dire qu'on enlève les métiers pour lesquels le recrutement de main-d'œuvre étrangère est impossible, ou par exemple les métiers de fonctionnaires, ou les métiers indépendants pour lesquels, par construction, il ne peut pas y avoir de recrutement par le voie d'une relation salariée. Donc, on est sur une FAP 187. Et le choix qui a été fait méthodologique et qui avait été fait par le cabinet, c'est d'utiliser toutes les potentialités de l'outil d'ARES Pôle emploi qui non seulement émet excusez-moi, je coupe le téléphone, émet une cotation de la tension de la famille professionnelle, mais qui aussi détermine les origines de la tension en fonction de critères d'éclairage. Et donc, il y a 5 critères d'éclairage, des conditions de travail, par exemple. Et donc, nous, ce qu'on avait retenu dans le cadre du lancement de la négociation, c'était de retenir la liste des 30 métiers les plus tendus, mais pour lesquels on avait 2 sous-indicateurs qui étaient également très hauts. C'était la main-d'œuvre disponible, c'est-à-dire l'idée que sur le territoire, il n'y a pas la main-d'œuvre pour s'inscrire dans les métiers, donc, et les métiers pour lesquels il y avait un lien emploi-formation très fort. Et la logique sous-jacente était la suivante, c'était de dire que s'agissant de recrutement de main-d'œuvre étrangère, il fallait que, et donc là c'est un choix strictement politique, qu'on s'oriente vers des métiers pour lesquels il n'y a pas de solution de court terme pour résoudre la tension. Et donc par exemple, la question des tensions liées aux conditions de travail, on ne les avait pas mis dans la top list au motif que les conditions de travail, ça peut s'aménager. Si je suis un petit peu brut de décoffrage. Voilà, donc la logique objectivée a été bien de partir d'indices bruts de tension, donc sur quelque chose de strictement techno, et après, puisque c'est la loi qui nous invite à le faire, il y a une phase de concertation qui est obligatoire, puisqu'il nous faut une concertation, c'est la loi qui le fait, et donc on a souhaité, on y reviendra sans doute après, décliner la concertation au niveau régional, et après conclure la concertation comme le code du séjour nous le demande au niveau national. Merci beaucoup. Et donc, vous disiez que la concertation était importante pour faire une déclinaison régionale, ce qui nous fait un chemin tout tracé vers la troisième question. Pour la prise en compte du sectoriel et du territorial dans les listes de métiers. En effet, donc, on est tous au courant ici que les tensions sur le marché du travail
et les potentiels de création d'emplois diffèrent d'un territoire à l'autre et d'un secteur à l'autre. Et donc, l'idée, là, c'est de passer en revue pour chacune des listes comment ces dispositifs et donc ces listes ont pris en compte le sectoriel et le territorial. Peut-être pour commencer sur l'aspect plutôt sectoriel, donc avec les listes PROA et les listes France Compétences qui sont plutôt côté déclinaison sectorielle. Donc, Éléonore l'a fait pour les listes PROA, donc qui sont sectorielles uniquement. Est-ce qu'il y a une liste déjà nationale qui recoupe l'ensemble des métiers qui sont sur ces secteurs? Et est-ce qu'il y a une prise en compte territoriale dans le sectoriel aussi? Alors, oui, je pense que effectivement, c'est-à-dire que c'est par secteur, car c'est chaque branche qui détermine la liste des certifications éligibles à la PROA. Mais effectivement, chaque branche prend en compte le territorial lors des rédactions des listes. Donc oui, je pense qu'il y a une prise en compte du territorial, mais c'est par secteur, parce que c'est chaque branche qui va déterminer les certifications éligibles. Donc c'est les deux à la fois. Merci beaucoup. Et pour la liste des métiers émergents ou en particulier évolution, il est noté dans l'appel à contribution que les métiers devront répondre notamment aux enjeux identifiés dans le plan d'investissement France 2030. Donc, est-ce que Marine Grimoldi ou Sandra Enlard, pouvez-vous nous détailler un peu donc, cette prise en compte sectorielle pour la liste à venir? Est-ce que c'est des orientations sectorielles qu'on donne aux contributeurs? Est-ce que d'autres métiers, des métiers d'autres secteurs peuvent entrer dans la liste? Et puis, surtout, comme il n'y a qu'une seule liste nationale, comment vous prenez en compte les variabilités sectorielles et territoriales? Donc, l'idée, en fait, c'est vraiment de pouvoir quand même faire converger les contributions qui pourraient nous remonter, qui nous remonteront même avec le plan d'investissement France 2030, avec l'ensemble des thématiques que ça recouvre, que ce soit l'hydrogène, la décarbonation, la gestion des déchets ou même le nucléaire. Voilà, c'est vraiment pour être aussi aligné avec puisque tout à l'heure vous distinguiez les effets un peu court terme et moyen-long terme, donc ici un petit peu plus moyen-long terme. L'appel à contribution de France Compétences est fortement sectoriel, puisque du coup, ce sont les branches et les syndicats ou les syndicats professionnels qui sont sollicités vraiment pour leur expertise, leur vision, même un petit peu aussi prospective ou moyen, peut-être pas long terme, en tout cas moyen terme sur à la fois les besoins en compétences, certes, mais aussi sur leur connaissance des métiers et l'évolution, donc en l'occurrence drastique pour ce que recherche France Compétences, ou des métiers en émergence et qui ne seraient pas encore couverts par une certification professionnelle. Donc on est vraiment ici sur une dimension très sectorielle. Sandra, est-ce que tu souhaites compléter ? Merci pour ces précisions. On va passer plutôt du côté territorial et donc je vais demander aux intervenants aussi de bien préciser à quelle échelle territoriale, comme il y a la question qui est apparue dans le chat. Donc en fait, ce sont des listes régionales, mais s'il y a des exceptions, vous avez le droit de le dire, mais pas à ma connaissance. Donc Benoît Beauvillard, donc pour les listes Transco et PTP, ce sont donc des listes régionales qui sont concertées au sein des CREFOP ou des AT-Pro. Donc pourquoi cette échelle de la région justement? Et est-ce qu'il existe une liste nationale sur laquelle les régions peuvent se baser ou qui regroupe l'ensemble des métiers? Alors non, il n'existe pas de liste à l'échelle nationale. Pourquoi l'échelle territoriale? Donc, comme je l'ai dit précédemment, l'échelle territoriale de mise en œuvre des PTP, c'est la région. Chaque transition pro est compétente sur une région. Et il s'agit tout simplement, l'échelle territoriale est déterminée parce qu'il s'agit de se mettre du point de vue du parcours de reconversion d'un salarié et non pas d'accompagner les mutations économiques des entreprises. En ce sens, l'idée était de leur permettre de retrouver un emploi dans leur bassin de vie sans bouleverser leur existence et raison pour laquelle donc l'échelle territoriale semblait plus pertinente.
Y a-t-il quand même une liste à l'échelle nationale? Donc non. Sur la méthodologie employée pour établir les listes, bon, j'en ai déjà parlé. L'avantage aussi de l'échelle territoriale, c'est qu'il peut y avoir des besoins spécifiques en emploi à l'échelle d'un territoire qu'on ne retrouve pas au niveau national, et que cibler sur une région spécifique permet d'identifier des secteurs des secteurs qui peuvent être en tension à une échelle locale qu'on ne retrouverait pas forcément à l'échelle nationale. Ce qui est d'ailleurs attesté par la diversité des métiers en tension tels qu'ils sont définis par la CREFOP, si vous êtes déjà allé voir les listes. Donc les listes relatives à la fois au PTP et à Transco s'appliquent à l'échelle régionale. Et voilà. Merci beaucoup. Et effectivement, Stéphane Leraut, c'est cette raison aussi de la diversité parfois des tensions sur le marché du travail régionaux qui a poussé les listes MOE à avoir une concertation régionale. Alors, sur l'échelle de concertation, il y a des bonnes et des mauvaises raisons. Alors, effectivement, la bonne, c'est que comme on parle de tension de recrutement préalable, ça n'a pas grand sens, c'est ce que Benoît disait, de faire une liste nationale de métiers en tension, puisque les tensions sont quand même territorialisées. Pourquoi on a choisi le régional? On a choisi le régional par rapport aussi à l'outil qui est à notre disposition, c'est-à-dire que l'outil d'ARES Pôle emploi nous permet de faire des extractions à différents niveaux, y compris à des niveaux plus fins que la maille régionale. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que si on descendait trop bas et qu'on voulait conserver un fondement statistique à nos analyses, on arrivait vite à des problématiques de significativité. C'est-à-dire que si on est à l'échelle du département, on peut ne pas avoir assez d'offres pour que les données soient significatives. Et donc, après test, on s'est rendu compte que l'échelle régionale était la seule qui permettait d'avoir, grosso modo, un seuil de significativité suffisant pour donner un crédit statistique à nos propositions de liste. Ça, c'est le premier point. Il y a l'aspect aussi concertation, c'est-à-dire que dans la mesure où la loi nous demande de faire une concertation, il nous semblait qu'il fallait un espace de concertation aussi légitime pour discuter des listes, et que donc l'espace de concertation le plus évident, c'était le CREFOP. Et donc, ces contraintes techniques-là de significativité cumulées à l'objectif d'avoir un espace de concertation viable, ça nous a conduit à des listes régionales. Et j'observerai d'ailleurs qu'on a un exemple assez typique du cas d'outre-mer pour lequel on n'a pas réussi à faire la démarche, exactement pour ces raisons. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu produire de liste avec une forte significativité statistique. Donc, on avait proposé aux départements et régions d'outre-mer d'établir des listes à blanc sans orientation, et qu'on n'a pas eu ce retour. On n'avait pas malheureusement pu leur laisser beaucoup de temps, mais on a vu la difficulté aussi d'établir une liste sans cadrage, parce que ça ouvre un champ de négociation sans doute trop grand. Voilà. Bon. Et par contre, ce qu'on a prévu dans le cadre de la concertation et dans le cadrage ministériel qui a été donné, c'était quand même de permettre de modifier les listes, parce que déjà on était dans un cadre de concertation, et surtout aussi pour pouvoir, le cas échéant, redonner un petit peu de part à ce que j'appellerais de l'infraterritorialité, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a des problématiques de tension soit très localisées, on peut avoir des problématiques très ciblées sur les littoraux pour des métiers en lien avec la pêche par exemple, qui ne vont pas apparaître en tension à l'échelle d'une grande région, mais qui le sont très concrètement sur un bassin d'emploi, et pour lequel les acteurs peuvent se saisir de l'opportunité de rajouter le métier. Et puis on a aussi des problématiques sectorielles, notamment on avait les sujets d'agriculture qui n'apparaissaient pas nécessairement comme des métiers très en tension, mais pour lesquels il y avait eu un besoin d'ajustement. Et je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que aussi c'est l'illustration que toute méthode, même statistique, elle a ses biais, et que ce qu'on s'est rendu compte par exemple dans l'actualisation de la liste des métiers MOE, c'est que la liste des métiers MOE, une approche strictement statistique ne permettait pas d'appréhender le réel complètement, puisque notamment on avait des métiers pour lesquels la tension de recrutement était déjà colmatée à la source par notre outil même, c'est-à-dire typiquement l'agriculture, on sait qu'il n'y a pas de tension de recrutement parce qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre étrangère, et donc on est dans un schéma qui se mord un peu la queue. Donc tout ça pour dire que l'articulation
construction technique rebouclée d'une concertation, elle a son intérêt aussi pour saisir la complexité du réel et redonner l'utilité de l'outil qu'on essaye de construire. Oui, tout à fait. Et puis ça me fait penser en fait quand vous disiez que le CREFOP était un espace légitime de concertation. Si elles sont là, j'aimerais bien que Aurélie Mazoin et Marianne Stahl témoignent en fait de ce qui s'est passé en région Bourgogne-Franche-Comté au sein du CREFOP et de l'association avec le CARIFOREF de Bourgogne-Franche-Comté pour illustrer un peu comment peut s'incarner un espace de concertation sur le terrain. Alors, je suis désolée, ma collègue Marianne Stahl a dû quitter prématurément la réunion pour une urgence. Alors, je vous avoue que je n'avais pas préparé forcément cette question-là, mais c'est un petit peu comme on a travaillé. Lorsque le CREFOP avait été sollicité pour faire une proposition ou valider une liste de métiers pour la main-d'œuvre étrangère, s'est posé la question de ces différentes listes qui existaient sur le territoire en Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, le CREFOP avait proposé de solliciter les acteurs en région pour établir une liste socle de métiers en tension et ou porteurs en région Bourgogne-Franche-Comté pour justement faire office de socle permettant d'alimenter différents dispositifs en fonction de leur finalité. Donc, comment s'est constituée cette liste? Alors, on a sollicité les OPCO et on a invité les OPCO à se tourner vers leur branche professionnelle. Et puis, on leur avait proposé un binôme de nomenclature, à la fois le métier ROM de Pôle emploi et une FAB 225 pour associer un niveau de qualification au métier ROM. Et on leur demandait de choisir donc un binôme qu'ils estimaient en tension et ou porteur sans qu'on ait une méthodologie ou des critères, on va dire des critères quantitatifs désignant un métier en tension. Par contre, ce qu'on avait proposé, c'est qu'on avait déjà concaténé une liste de métiers en tension qui avait été élaborée via un questionnement des acteurs en région dans le cadre du PRIC sur les métiers en tension. On avait pris la liste d'ARES Pôle emploi en Bourgogne-Franche-Comté qui avait un indicateur de tension de 5 sur 5. On avait repris la liste qui a été validée dans le cadre du dispositif transition collective. Et on avait proposer déjà une espèce de pré-liste, si vous voulez, à valider, invalider ou à compléter avec tous les autres métiers qui existaient. Voilà un petit peu le processus qui s'est fait en Bourgogne-Franche-Comté. Merci. Et du coup, c'est une sorte de liste socle, en fait, qui peut venir irriguer les acteurs qui ont besoin d'identifier des métiers en tension ou porteurs. C'est ça, l'idée c'était de se mettre d'accord vraiment en région avec les acteurs du champ EFOP pour qu'après puisse se décider une liste plus restreinte qui alimente là pour le coup l'AMOE, transition collective. Et on a intégré dans cette grande liste la liste qui avait été dernièrement publiée dans le cadre de la R2F. Merci beaucoup pour ce petit témoignage. Je vous propose, avant de passer à la dernière question, qu'on prenne quelques questions, s'il y en a, Mariam, sur le Padlet, peut-être. Oui, on va très rapidement les afficher pour que tout le monde puisse les avoir également. Est-ce que c'est bon pour tout le monde qu'ils apparaissent? Pauline, je pense que oui. Ouais, on les voit. Et juste, donc, on les a très vite classés suivant qu'on ait répondu ou pas à la question pendant les échanges. Donc, il y a eu quelques questions sur le lien compétences métiers. Donc, certains intervenants ont déjà réagi sur cette question-là. La question des nomenclatures est beaucoup revenue. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on passe, par exemple, des FAP au métier, sachant que les FAP restent quand même des familles très larges. Je pense que Stéphane Léraud a répondu sur cette question, notamment sur la liste des 30 métiers en tension. Peut-être que si les autres ont quelques réactions là-dessus,
Je pense que les participants sont preneurs. Et puis, le deuxième sujet, c'est la concertation. La nécessité de concerter les usagers, notamment pour permettre, on va dire, une utilisation plus simple de ces listes-là, une prise en main. Je ne sais pas s'il y a des intervenants qui souhaitent réagir là-dessus. Moi, peut-être juste réagir sur la question du passage de FAP à ROM, etc. On est d'accord que après, on est parfois otage nous-mêmes de nos choix méthodologiques, mais il faut qu'on reste en cohérence avec les choix méthodologiques qui ont été faits pour lancer le travail. C'est-à-dire que, effectivement, nous, on est parti de la FAP 225 pour des raisons de significativité statistique. Et après, il nous semblait très compliqué et pas cohérent de rompre avec cette logique de FAP 225 et de rebasculer en ROM, ce qui était un peu une attente de certains, parce qu'on perdait, la continuité méthodologique du travail, quoi. Mais après, ça se débat. Et d'ailleurs, au niveau, merci beaucoup Stéphane, hein, au niveau Transco, peut-être PTP, notamment Transco, c'est quand même sur proposition des CREFOP, mais est-ce qu'il y a un niveau spécifique de périmètre de métier qui est pris en compte, ou est-ce que c'est vraiment laissé à la main des émetteurs, des proposants? Non, c'est vraiment, il n'y a pas de secteur particulièrement ciblé en amont, a priori. C'est vraiment les listes des CREFOP sur lesquelles qui font foi une fois qu'elles sont validées par les DRETS. Voilà. Et peut-être une question, je pense, qui a préfiguré aussi la suite. Donc, n'hésitez pas à continuer à réagir hein, sur le lien. Une question notamment relative aux listes PTP où une des participantes demandait si les deux listes PTP, comme les listes ME et Transco, si les deux listes sont disponibles, publiées sur les sites officiels. Et l'autre question qui était la question de la mise à jour, donc qui, je pense, va préfigurer un peu la prochaine question de Colline sur l'évolution. Peut-être qu'on pourra répondre à cette question lors de la dernière question sur la mise à jour. Donc, peut-être Benoît très rapidement sur le PTP. D'accord. Alors sur le PTP, sur le rythme de fréquence, je vais y répondre après. Sur la diffusion, alors elles doivent, pour Transco, elles sont diffusées sur le site des DRETS, ça n'a pas de problème. Sur les listes de métiers à forte perspective d'emploi ou sur les listes de secteurs dont le taux d'emploi diminue, je suis en train de vérifier, je vous donne la réponse d'ici 5 minutes. Je crois que oui. Une petite seconde. Continuez, je vous donnerai la réponse dès que je l'aurai trouvée. Passer peut-être à la suite. Sur les nomenclatures, donc Frédéric Lenné de Pôle emploi faisait remarquer que pour les listes R2F, sont construits à partir d'indicateurs, la nomenclature ROM, élaborée par Pôle emploi. Bon, si ça vous va, peut-être qu'on peut passer à la dernière question qui a trait justement à l'actualisation, la mise à jour et puis la communication, la publicité qu'on peut faire de ces listes pour que les usagers justement se les approprient et en aient connaissance, améliorer l'information sur ces listes de métiers. Peut-être pour commencer par la liste des métiers émergents ou en particulier Révolution. On va pouvoir reparler de l'appel à contribution qui est sorti récemment pour établir la liste 2023. C'est une liste annuelle et il y a une publication officielle, mais voilà, quelle diffusion en faites-vous, quelle publicité de la liste? Et puis à chaque fois, ce sont des listes complètement différentes ou juste elle s'agrandit avec de nouveaux métiers? Donc effectivement, si l'appel à contribution est
annuel. Donc là, c'est le 4e appel à contribution. Une fois que la liste est publiée, donc en général, ça se fait en fin d'année, suite à la commission de la certification professionnelle de décembre, suite justement à l'analyse et à l'avis de son comité scientifique. Donc la liste est publiée sur le site internet de France Compétences, en général accompagnée d'un communiqué de presse, etc. Et donc ensuite, les organismes certificateurs peuvent envoyer des propositions de certification professionnelle en réponse à ces métiers. Alors effectivement, il y a la question de est-ce qu'on est sur une liste annuelle, est-ce qu'on est sur une mise à jour? En fait, il y a bien un double exercice qui est fait par la commission de la certification professionnelle. C'est à la fois le fait d'adopter, je dirais, les métiers qui sont issus de l'appel à contribution annuel. Et il y a aussi le fait de décider de maintenir ou non des métiers qui étaient sur les précédentes listes. Voilà. Donc là, par exemple, peut-être que vous avez vu en décembre 2021, il y a eu 5 nouveaux métiers qui ont été retenus suite au travail en 2021 du comité scientifique et de la commission. Mais il y a eu aussi la décision de maintenir, je crois de mémoire, ça doit être 23, enfin une vingtaine de métiers qui étaient déjà, qui étaient déjà listés sur précédemment, et la commission a décidé d'en maintenir un certain nombre. Donc, on est sur une petite trentaine de métiers là sur l'année 2022. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Et donc, pour ce qui est plutôt stratégie de communication autour de ces listes, est-ce que vous y avez réfléchi? Est-ce que, enfin voilà, il y a une stratégie où en fait, c'est une publication officielle et ensuite on laisse les branches se saisir de l'appel à contribution et faire leur contribution? Il y a la publication de l'appel à contribution. Donc là, c'est ce qui a été fait récemment, je crois, à la mi-mai ou un petit peu avant. Donc l'appel à contribution a été publié. Donc il figure sur notre site internet. Il y a eu un petit communiqué de presse. Et après, il y a la publicité de la liste. Et là, ce ne sont plus uniquement les branches qui sont elles aussi de potentiels organismes certificateurs, mais également à tout l'écosystème, vraiment tous les organismes certificateurs de se servir aussi de la liste de ces métiers pour pouvoir proposer des projets de certification qui seront instruits par la suite et qui referont tout le chemin, certes dérogatoire, mais qui referont le chemin d'une instruction. Merci. Stéphane Léraud, vous nous disiez que le processus d'élaboration des listes R2F, donc qui était maintenant complètement aux mains de Pôle emploi, allait être refondé. Est-ce que cela répond à un calendrier particulier? Et pour les listes MOE, donc il y a eu un très grand temps en fait entre la première liste et la réactualisation. Est-ce que vous avez prévu de l'actualiser plus régulièrement? Alors, sur R2F, oui, il y a l'idée qu'on l'actualise. Enfin, sur R2F, on n'a pas encore bien calé les choses avec Pôle emploi, donc il y a une idée qu'il va falloir actualiser. Après, tout ce qui est périodicité, on n'a pas encore calé tout ça, donc on calera ça d'ici la fin de l'année, mais il y a une actualisation qui est en cours. Sur la MOE, on est, je redirais continuité méthodologique, c'est-à-dire à partir du moment où on a choisi de partir de l'outil statistique d'ARES Pôle emploi pour actualiser, comme socle pour proposer des listes, on est encadré par l'actualisation de cet outil pour actualiser nos propres listes. Et donc notre idée est d'actualiser annuellement les listes à chaque publication nouvelle de l'outil d'ARES Pôle emploi. En tout cas, c'était le mandat qui avait été donné par les annonces du Premier ministre en novembre 2019, pardon. Voilà, parce qu'effectivement, ce n'était pas la gloire de la République d'avoir une liste non actualisée pendant plus de 12 ans. Ça, c'était une claire anomalie. Et donc là, en tout cas,
Et pour la petite histoire, elle avait été actualisée en 2012, mais il y a eu une annulation au Conseil d'État à cause de la méthode de consultation. Voilà, donc tout est dans tout. Voilà, donc là, notre idée est bien d'actualiser annuellement pour que ce soit un outil dynamique. On ne l'a pas fait en 2022 pour des bonnes et des mauvaises raisons. La mauvaise raison, c'était que le contexte électoral n'était pas très propice à une concertation sur l'immigration professionnelle. Et la bonne raison, c'est que les données sur lesquelles on se serait appuyé, qui étaient des données 2020, sur la mesure des tensions sur le marché du travail, étaient sans doute assez à appréhender. Et s'agissant de la question sur la communication, alors en administration centrale, on pense souvent que communiquer, il suffit de publier un arrêté, donc on publie un arrêté. On n'a pas prévu beaucoup d'autres choses, mais par contre, ce qui est prévu aussi, c'est que comme il y a une procédure dématérialisée de dépôt des demandes, maintenant, quand l'employeur dépose sa demande, il voit tout de suite si le métier est dans la liste ou pas au travers des menus déroulants. Donc, en termes d'ergonomie de procédure administrative, il y a une information qui est faite à la suite. Merci beaucoup. Donc, Benoît Beauvillard, pour en revenir aux listes Transco et PTP, qui sont des dispositifs relativement nouveaux. Donc, voilà, cette question de la mise à jour et puis de la variabilité aussi entre les régions. Oui, alors à propos de la mise à jour, donc les transitions pro elles-mêmes mettent à jour les listes de métiers qu'elles ont établies à un rythme qui n'est pas imposé par l'administration et sur lequel elles sont relativement libres. L'idée étant que, puisqu'on est parti du principe de mise en œuvre territoriale des PTP, les transitions pro peuvent adapter le rythme de mise à jour de ces listes en fonction des évolutions économiques qu'elles observent sur leur territoire. Ce qui permet de valoriser leurs connaissances spécifiques, spécifiquement territoriales. À propos de la publication des listes dont on parlait tout à l'heure, je voulais le vérifier pour être sûr, mais bien évidemment, ces listes sont disponibles sur les sites de chaque transition pro. Chaque transition pro ayant la charge de son front office, les modalités de visibilité ne sont pas forcément les mêmes. Par ailleurs, certaines transitions pro ont leurs propres projets qui permettent de valoriser plus ou moins ces listes. Je pense notamment à Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes qui vient de mettre en œuvre une application par laquelle les salariés peuvent notamment regarder si leur projet de transition professionnelle correspond à un métier qui est ciblé par les listes de métiers à forte perspective d'emploi. Mais toutes les listes sont bien sûr rendues publiques. Merci beaucoup. Peut-être que Éléonore l'a fait sur les listes PROA, et ensuite on reviendra au PTP parce qu'il y a des transitions pro, il me semble, qui assistent à la réunion aujourd'hui. Pour la liste PROA, donc c'est quand même assez spécifique parce qu'il s'agit d'accords de branche. Donc comment ça marche pour le renouvellement? Est-ce qu'il y a un calendrier de renouvellement des accords? Est-ce que c'est à la discrétion des branches? Et puis, est-ce qu'un individu peut se dire, bon, bah, je vais aller voir si mon métier figure dans un accord de branche? Alors, Éléonore a dû partir dans une autre réunion. Elle m'a donc donné ses notes pour que je puisse lire. Donc, pour la PROA, donc l'actualisation des listes est faite par les branches mêmes au moyen d'un avenant aux accords de branche. Sachant que, par ailleurs, les certifications professionnelles sont inscrites au RNCP tous les 5 ans, ce qui peut supposer des mises à jour liées au remodelage des certifications ou à leur non-validation. Les branches, bien sûr, réactualisent en fonction de l'évolution des certifications inscrites au RNCP et en fonction de l'évolution de leurs besoins en emploi et en compétences. Par ailleurs, actuellement est mené un travail par le réseau des CARIFOREF afin de lister les certifications éligibles pour chacune des branches ayant un accord PROA étendu et dû publier et mettre à jour cette liste. On a le versant mise à jour et le versant diffusion. Merci. Merci beaucoup, Benoît Beauvillard. Du coup, merci à tous nos intervenants d'avoir répondu à ces questions. On a encore une petite vingtaine de minutes si jamais l'Assemblée a des questions, mais j'aimerais bien que les associations de transition pro qui sont présentes puissent témoigner justement sur
sur comment fonctionne le PTP et peut-être sur la façon dont elle communique autour des listes de métiers pour répondre à la question posée. Je ne sais pas si quelqu'un veut veut témoigner de comment ça se passe dans son AT Pro. Je ne sais pas si on m'entend, Sylvain Vianès pour Transition Pro, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour, on vous entend très bien. Très bien, je vous remercie. Alors, beaucoup de choses ont été très bien décrites par Benoît Beuvillard, donc je ne vais pas forcément en rajouter beaucoup. Le conseil d'administration est composé de membres de différentes organisations salariées patronales, se réunissent pour différents travaux à partir d'éléments d'études qui ont pu être travaillés par les collaborateurs, par les équipes Transition Pro et peuvent se positionner à une fréquence qui peut être assez variable. Pour PACA, par exemple, l'année dernière, on a dû faire 2 mises à jour dans l'année parce qu'on travaillait avec la DRETS, les OPCO avaient pu faire, certains OPCO avaient pu faire quelques remontées et on avait choisi pour PACA d'avoir la même liste que ce soit pour Transco que pour la liste du PTP pour que ce soit plus clair, à la fois pour les CEP qui accompagnent, les conseillers en évolution professionnelle qui accompagnent les salariés, et puis par rapport à une espèce de lisibilité régionale de ce qui doit mener à de l'emploi sur du court terme. Et à votre disposition si vous avez des questions, évidemment. Donc, je suis le directeur de Transition Pro Provence-Alpes-Côte d'Azur, je ne sais pas si je l'avais dit. Merci beaucoup pour ce petit témoignage. Je ne sais pas, Mariam et Eva, s'il y a des nouvelles questions qui sont apparues sur le Padlet. J'avais juste une question sur, effectivement, comme vient de le dire M. Vianney, est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui sont dans cette démarche aussi de rationalisation des listes pour plus de visibilité et lisibilité auprès des différents usagers? Je ne sais pas si parmi les participants, la trentaine de participants, c'est le cas de certains. N'hésitez pas à lever la main ou prendre la parole directement, c'est assez ouvert. En tout cas, à l'échelle des transitions pro, à ma connaissance, la démarche est plutôt minoritaire. J'ai entendu parler d'une autre transition pro qui avait fusionné ces deux listes, mais c'est tout. Oui, Auvergne-Rhône-Alpes. Tout à fait. Et sur les autres listes de métiers? Il y en a... Non. C'est que c'est assez compliqué de prendre la parole parce qu'on est très nombreux, mais n'hésitez pas à réagir. Soit au niveau des OPCO, au niveau des observatoires, des Cariforest. Ophélie. Oui, merci. Alors, je vais essayer d'activer la visio et la caméra. Voilà. Alors, je vais plutôt parler avec ma casquette ex-Cariforef Hauts-de-France. Nous, dans le cadre notamment de l'alimentation, des travaux sur les listes des métiers en tension, dans le cadre de la commission 4 du CREFOP, on avait élaboré une sorte de petite data visualisation qui permettait de cocher, en fait, de regarder donc le métier le plus fin. Donc là, on avait pris la FAP 225 et de regarder en fonction des listes qui étaient cochées. On avait fait un filtre. Et on avait regardé aussi en fonction de la liste Pôle emploi d'ARES le degré de tension. Ça permettait en fait aux acteurs du CREFOP de pouvoir filtrer sur les listes choisies, sur les degrés de tension et de voir afficher en fait les métiers en fonction donc de la FAP 87, de la FAP 87, de la FAP 225 également. Ça leur permettait en fait de visualiser vraiment ce qui constituait les listes telles qu'ils voulaient les élaborer. Et puis après, ça permettait en fait de poser la base de nos discussions et d'échanger sur l'opportunité d'ajouter tel ou tel métier dans la liste sur laquelle il y avait concertation. Je vais vous mettre le lien du coup du petit outil qui est encore disponible dans le chat. Volontiers, merci. Peut-être Madame Baudinou. Oui.
Vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. Ah, super. Oui, je voulais juste rebondir. Tout à l'heure, mon micro ne marchait pas, je crois. Je me présente comme chef de projet à Transition Pro Occitanie. Donc, en Occitanie, chez nous, donc, on a deux priorités qui visent ces listes de métiers. Donc, la priorité ciblant un métier à forte perspective d'emploi ou donc un métier émergent. Et ensuite, une priorité qui vise pour le coup les secteurs d'activité dont le taux d'emploi diminue. Et donc, pour la première priorité, donc on se sert de la liste des métiers porteurs et ou en difficulté de recrutement du CREFOP, donc qui est alimentée régulièrement par les OPCO ou même notre commission paritaire d'instruction. Et ensuite, on prend également la liste des métiers en particulière évolution de France Compétences et pour lesquels on croise en fait ces données avec la base de données de l'URSSAF, par exemple, et aussi l'outil de la DARES. Voilà, on se sert un petit peu de tous les outils disponibles à l'échelle territoriale. Et enfin, pour la liste des métiers dont le taux d'emploi, des secteurs d'activité dont le taux d'emploi diminue, là, on travaille beaucoup avec le CARIFOREF Occitanie et la liste donc des secteurs pour cette liste de secteurs dont le taux d'emploi diminue en fait. De toute façon, en général, on fait beaucoup appel au CARIFOREF Occitanie pour définir en fait ces listes de métiers. Merci Bertille Bodino. Et est-ce que vous avez des échanges entre ATPro ou côté CARIFOREF entre CARIFOREF pour échanger un peu sur vos pratiques, votre façon d'élaborer les listes métiers? Oui, tout à fait. Alors, on se réunit à peu près une fois par mois et on discute effectivement de tout, de comment chaque ATPro évalue ses listes, comment concrètement, de quelle base de données toutes ces ATPro, les ATPro se servent, etc. Ouais. On essaie d'échanger sur les pratiques. Merci beaucoup. Avec plaisir. D'autres réactions sur ces échanges entre différents acteurs pour la constitution des listes ou juste la réflexion sur les méthodologies? Ok. Bon, je vous propose alors de passer un peu à une phase de synthèse avant de conclure la séance et de remercier nos différents intervenants et intervenantes. En synthèse, ce qu'on peut retenir, on va dire, en termes de suggestions ou enjeux identifiés dans le cadre de cette première réunion, j'ai 4 éléments. Donc, n'hésitez pas soit à le mettre sur la cartographie, soit à réagir directement. Là, on a vraiment besoin de votre avis sur la suite. Là, il y avait une réunion informative. Donc, quels sont les points en suspens? Quelles sont les questions qu'il faudrait traiter selon vous et quels sont les enjeux, les problématiques que vous identifiez dans le cadre de vos activités et que vous souhaiteriez voir traiter dans la prochaine réunion? Il me semble que par rapport à la cartographie, la première demande était d'inscrire les usagers pour compléter un peu cette représentation à plat. Afin d'identifier aussi la diversité des acteurs qui mobilisent ces dispositifs et donc vont se saisir de ces sémantiques-là. Et d'intégrer aussi le sujet métier d'avenir qui représente une demande de plus en plus prégnante, notamment auprès des CARIFOREF. Et donc voilà, intéressant de le mettre dans le schéma. Essayer aussi d'identifier l'ensemble des listes existantes en dehors des listes institutionnelles pour vraiment mettre en exergue cette multiplicité, parce que là, effectivement, dans cette cartographie, on voit qu'il y a, on va dire, 2 sémantiques avec des listes à coller. Donc, essayer d'étoffer en fonction des différents acteurs qui gravitent autour et donc qui peuvent aussi proposer des listes internes. Il y a la question aussi des nomenclatures qui est beaucoup revenue, donc qu'on pourrait soit intégrer dans la cartographie pour préciser un peu quel est le niveau, l'échelle au niveau des métiers retenus. Et puis compléter avec les quelques retours qu'on a eu sur le choix d'en sortir une trentaine par exemple de métiers spécifiques, et puis le sujet de la concertation. Donc voilà les 4-5 gros points que j'identifie là au sortir de cette réunion. Est-ce que vous avez des réactions, des remarques, des suggestions pour la suite de ce travail-là?
Je vois qu'Ophélie donc, relève la main. Oui, désolée Mariam. Tu ne l'as pas cité, mais tu as bien intégré la place des carifores du coup dans le schéma, parce qu'on en a longuement discuté, donc je suppose que c'est noté. Mais du coup, en alimentation des créfopes plutôt. Et en même temps, je me dis qu'ils sont aussi au cœur de tout un système d'acteurs. Parce qu'il y a les DRETS forcément, les branches, des GEFP. Donc, il y aura peut-être en tant qu'animation, enfin voilà, animateur de réseau et observatoire régional emploi-formation, ils sont forcément au cœur en tout cas sollicités pour leur avis d'experts sur l'emploi-formation. Merci beaucoup. Merci à toi. D'autres réactions? Aurélie Mazouin, Delport. Oui, la question de l'échelle territoriale aussi. Je pense qu'il faudra l'ajouter. On a évoqué la question des différentes échelles territoriales, les différentes listes, et puis jusqu'où on va, etc., en fonction des indicateurs disponibles. Et puis peut-être, moi, je ne sais pas si à l'issue de la réunion, il y aura un compte-rendu de fait, une synthèse sur les différentes listes, mais sur la question de la méthodologie d'élaboration de ces listes, ça pourrait être intéressant aussi d'en savoir un petit peu plus. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour cette question, plutôt fiche synthétique de la définition de la construction des listes, je pense qu'on se tournera vers nos différents intervenants pour voir quelle en serait l'opportunité et la faisabilité, on va dire, et on reviendra vers vous sans Frédéric Lenné, donc de Pôle emploi, puis Pauline Gay, donc Carrefour PACA. Oui, merci pour les présentations. Simplement, peut-être approfondir effectivement dans l'aspect méthodologique, en quoi les différents acteurs s'affranchissent ou non ou discutent des indicateurs quantitatifs. Hein, voilà. Là, il y avait un très bon exemple qui était donné sur la tension dans les métiers de l'agriculture. Hein. Il y en a des GEFP. Mais je suppose que vous avez d'autres exemples, hein, voilà. Hein, et tout ce qui pourrait être dit là-dessus n'est pas forcément connu de tout le monde, voilà, est intéressant. Merci Frédéric. Et puis Pauline, et puis on aura Sandra. Alors, moi, c'était plutôt pour un témoignage. Je trouve qu'au regard des présentations qui viennent d'être faites, et je vous remercie pour l'organisation de cette réunion et puis pour les interventions, il me semble qu'il y a un élément, un noyau dur qui se dégage quand même sur le fond autour de la question de l'outil d'ARES Pôle emploi. En tout cas, pour quelqu'un qui travaille dans ce milieu-là depuis presque maintenant... voilà, 15-16 ans, je trouve qu'il y a quand même du progrès en termes de convergence et cet outil, à écouter les différents intervenants, sert quand même de tronc commun avec une articulation bien évidemment d'autres éléments, hein, et comme le dit Frédéric, des éléments plus qualitatifs. Mais sur le plan quantitatif, je trouve quand même qu'il y a cet effort de tronc commun qui se dégage depuis qu'il existe, hein, et que le système d'information a été renforcé, enrichi. Merci. Ce témoignage. On ne s'en rend pas forcément toujours compte lorsqu'on n'a pas de recul des évolutions qui ont eu lieu, donc c'est bien aussi de le préciser quand c'est le cas. Et puis Sandra. Moi, j'étais très sensible au fait que la dernière question sur la diffusion soit présente, mais je regrette qu'elle ne soit pas reprise. Je trouve qu'on a été un peu superficiel au sens où on a plutôt dit comment c'est publié, où c'est publié, voilà. Mais comment réellement tout ce travail-là, il est utile à des usagers, à des associations, à des entreprises, à des territoires. C'est-à-dire comment les acteurs se saisissent de tout ce qu'on a discuté là aujourd'hui. Je trouve qu'on est un peu court et qu'on manque d'éléments.
Or, l'utilité politique, j'ai envie de dire, de tout le travail qui est fait par tous les gens qui sont ici présents, mérite aussi d'être investigué et voilà, qu'on ait peut-être plus d'éléments du côté de qui se saisit de tout ça, in fine. Pas seulement nous, là, autour de la table, mais in fine, voilà, qu'on ne s'arrête pas simplement aux experts, j'ai envie de dire, qui sont présents aujourd'hui. Alors, c'est peut-être un travail à long terme, hein, mais on garde cette question en tête, c'est ça que je veux dire. Très bien. C'est vrai que le sujet aussi évaluation de la pertinence et du taux, comment est-ce que je vais dire ça, du taux de pénétration de tous ces dispositifs-là est souvent posé. Et, je pense qu'on sera dans l'obligation, dans la partie critique de la soulever aussi. Comment ça fait bouger l'écosystème finalement et pas seulement les spécialistes, les acteurs, les professionnels. Est-ce qu'on a d'autres réactions? N'hésitez pas si vous avez d'autres questions aussi à nous les transmettre par mail. Hein. Donc normalement, vous avez nos contacts et nos adresses. Donc, la prochaine séance de travail, donc la séance critique qui est prévue pour l'automne, donc le mois d'octobre-novembre, on va dire. Et elle aura plutôt vocation à questionner donc l'existence et la coexistence de ces listes-là, à relever les difficultés qui en découlent et à formuler un avis sur les modalités de mise en cohérence globale. Donc, on essaiera aussi de soulever toutes les questions qui ont été posées là lors de cette première réunion et de la phase de synthèse. Et on questionnera aussi le principe même de la construction des listes par des instances souvent nationales qui a soulevé pas mal de réserves quant à leur pertinence à la maille locale. Donc on se rend compte que certains acteurs vont prôner une construction de listes uniquement au niveau territorial avec une remontée des informations au national et que du coup les instances de financement d'appui n'auraient la responsabilité que des dispositifs d'appui existants. Donc vraiment de l'accompagnement plutôt que de la définition de listes. Donc nous tenterons collectivement, on va dire, de définir quelles sont les modalités de construction de listes moins partielles et partiales, si je peux le mettre comme ça, pour reprendre l'expression d'Elisa Bralé d'une formation. Donc, si vous souhaitez échanger avec nous sur l'organisation de cette réunion-là, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Et si là, je vois que Sandra Laurol a allumé son micro, je ne sais pas si vous souhaitez réagir, mais en tout cas, si c'est bon pour tout le monde, si personne ne souhaite réagir, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous pour votre participation à cette première réunion, ainsi que Colline et Eva donc, pour l'animation de cette réunion-là, ainsi qu'à tous les intervenants qui sont rendus disponibles et qui ont accepté de présenter le cœur du réacteur de certains dispositifs. Et puis, on reste à disposition pour échanger, discuter sur les suites à donner à ce projet. Voilà. S'il y a des questions de vie de mort avant qu'on ne se quitte. Si j'avais quelque chose, si j'avais quelque chose. Oui, vous m'entendez là ou pas? Vous ne m'entendez pas? Ben, c'est pas grave, je vous appellerai pour vous poser ma question. Très bien. Parfait. Merci beaucoup à toutes et à tous. Comme on le disait au départ, donc cette réunion est enregistrée, donc le replay sera disponible. On pourra vous envoyer le lien dès qu'il est mis en ligne. Et donc, on vous tient au courant sur les suites du projet. On reste à votre écoute pour toutes questions, recommandations, suggestions. Donc, je laisse le mot de la fin à Colline. Oui, merci beaucoup à toutes et tous. Mariam a tout dit et on vous libère. On vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci encore. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.